Engager ainsi son lecteur à méditer sur la portée morale de ses caractères supposait, je pense, non seulement la mise au point d'un arsenal rhétorique, fondé sur des formes précises comme les maximes ou les portraits qui ont fait la réputation de La Bruyère, mais aussi se fondait sur le recours à un ensemble de termes intégrables à une paramétrique du caractère. Et je pense que le génie en fait partie. Donc je développerai mon propos en 3 temps. D'abord en soulignant le fait que le génie est un élément de lexique tout à fait particulier dans la tradition moraliste. Je voudrais ensuite montrer quelques usages que fait La Bruyère du terme de génie, sans pouvoir malheureusement être exhaustif, mais pour dégager quelques lignes de force. Enfin, dans un dernier temps, j'essaierai, par quelques conclusions, de montrer comment le génie s'intègre au fond à une paramétrique infinie du caractère et à une caractérologie impossible. Alors d'abord, le génie comme élément d'un lexique moraliste singulier. Au fond, c'était mon point de départ lorsque je me suis lancé dans ce projet, d'étudier les moralistes en général et non pas seulement La Bruyère en particulier. Je me suis demandé si dans le cadre d'une écriture attachée à la description des individus, le génie pouvait avoir sa place. Et en effet, lorsqu'on entreprend de décrire les mœurs de son siècle, comme le fait La Bruyère par exemple, on s'attend à ce qu'on décrive des génies particuliers, la manière dont les individus, en vertu de certains talents, de certaines dispositions innées, se comportent dans différentes situations sociales ou se comportent face aux assauts des passions, tels que l'amour-propre. Et en réalité, cette enquête s'est avérée d'une certaine manière très peu concluante, puisque le terme de génie m'est apparu tout à fait particulier au lexique de La Bruyère. Alors, je précise que pour fonder ce projet quelque peu comparatiste, je n'ai pas pu consulter tous les moralistes de la période, qui se comptent par centaines. J'ai voulu m'en tenir aux principaux et regrouper Jean Lafon dans son édition de 1992 des moralistes français du XVIIe siècle. Le corpus est déjà copieux et il regroupe les textes les plus importants, ceux qui ont eu la fortune la plus durable. Alors, dans tous ces textes, alors je vais faire un listing rapide de ces textes et ensuite je dresserai quelques conclusions. Alors, les textes dans lesquels j'ai recherché le génie sont les suivants. Il y a eu les pensées de Pascal, les maximes de La Rochefoucauld, les 100 maximes chrétiennes de Madame de la Sablière, les maximes de la marquise de Sablé, les pensées diverses de l'abbé Dailly, les pensées sur l'honnêteté de Damien Mitton, les nouvelles réflexions ou sentences et maximes morales et politiques de Étienne François Vernage, un ouvrage de Noël d'Argonne intitulé L'éducation, maximes et réflexions de M. de Montcade, avec un discours du Selme dans les ouvrages d'esprit, et enfin, bien entendu, les caractères de Jean de La Bruyère. Donc, tous ces ouvrages sont parus dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et plutôt à partir des années 1660. Et alors, il m'est apparu que dans tous ces textes, les caractères étaient pratiquement le seul à mobiliser le terme de génie, alors que je m'attendais, en les lisant, à rencontrer ce terme assez fréquemment, en fait, comme un élément permettant de paramétrer une caractérologie, de paramétrer des portraits de l'homme, fussent-ils discontinus. Alors, le terme de génie, on le trouve une fois chez Pascal. C'est une sorte de hapax, en fait. C'est le fragment 339 de l'édition Sellier, où il est dit « Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire ». Ce terme de génie, on le trouve également dans l'ouvrage de Nicolas d'Argonne, intitulé « L'éducation, maximes et réflexions morales de M. de Montcade » et dans les caractères de La Bruyère. Je ne l'ai rencontré nulle part ailleurs dans les ouvrages mentionnés précédemment. Le terme n'intéresse ni quelqu'un comme La Rochefoucauld, ni quelqu'un comme la marquise de Sablé, ni même quelqu'un comme l'abbé Dailly. Alors, à ce stade, on pourrait être tenté de n'y voir qu'une simple question de vocabulaire et considérer que les textes d'où le mot génie est absent exploitent des synonymes et des termes de sens proches, comme par exemple complexion, talent, naturel, présubstantivement, caractère ou tempérament. Et en réalité, c'est assez peu le cas. Et ces termes sont plutôt, là encore, mobilisés par La Bruyère et soulignent, à mon sens, une singularité de projet ainsi qu'une singularité de forme, et au fond même la singularité d'un projet moral qui distingue La Bruyère de ses faiseurs de maximes. Car c'est essentiellement à ça que se réduisent les textes que j'ai mentionnés précédemment, même si pour le cas de Pascal, les choses sont sans doute un peu plus complexes. C'est en effet l'une des pistes d'interprétation que je propose, à savoir que la forme maxime
exclut, sinon par nature, du moins en pratique, l'emploi de ces termes qui permettent de caractériser des individus au niveau de leurs paramètres innés, au niveau de leurs dispositions telles qu'elles leur viennent de leur constitution naturelle, en fait. Et en fait, c'est sans doute là que réside la singularité de La Bruyère en tant qu'écrivain. À savoir qu'il cherche moins, à l'instar de La Rochefoucauld ou de Madame de Sablé, à formuler des lois de comportement ou des lois morales. Il cherche plutôt, semble-t-il, à faire des peintures morales, ce qui est bien différent, à faire ce qu'on pourrait appeler aussi des étopées. Il admet lui-même, la maxime n'est pas son tour privilégié, et il le dit dans sa préface de manière très claire. Ce ne sont point au reste des maximes que j'ai voulu écrire, elles sont comme des lois dans la morale, et j'avoue que je n'ai ni assez d'autorité ni assez de génie pour faire le législateur. Je sais même que j'aurais péché contre l'usage des maximes, qui veut que la manière des oracles, elles soient courtes et concises. Quelques-unes de ces remarques le sont, quelques autres sont plus étendues. On le voit, le choix même du terme de remarque permet à La Bruyère de jouer sur des formes beaucoup plus hétérogènes et des quantités beaucoup plus hétérogènes. Certaines remarques sont brèves, d'autres sont très amplifiées. En fait, je me suis dit que, effectivement, dès lors qu'il s'agit de parler des hommes, comme c'est le projet de La Bruyère, on se trouve plus naturellement amené à mobiliser le lexique du génie, le lexique de la complexion, le lexique du caractère. Autant de termes concrets qui permettent de décrire l'humain au plus près, alors que les faiseurs de maximes emploient plus volontiers des abstractions assez générales qui permettent de décrire l'homme de manière universelle. Parce qu'il amplifie couramment ses remarques à partir d'un substrat humain, inlassablement observé, dont il cherche à décomposer les ressorts, certes moraux, mais aussi physiologiques d'une certaine façon, La Bruyère est amené à parler de génie. Puisque tel est bien l'un des sens du génie, comme je vais le rappeler plus tard. Des termes donc comme génie, complexion, tempérament et talent offrent aux moralistes des points d'appui pour une description des comportements attentive aux nuances, sans toutefois tomber dans un particularisme absolu, car là est peut-être aussi l'autre danger. Il y aura toujours cette tension chez La Bruyère entre la volonté de décrire finement en faisant des distinctions précises et la volonté d'établir, si c'est possible, des catégories plus générales. Et en fait, on le comprend puisque c'est aussi l'un des enjeux du projet même de La Bruyère, sans quoi il tomberait à l'eau. S'il n'était pas possible de décrire des conduites, des génies, des complexions un tant soit peu générales, la dimension morale du projet ne pourrait pas opérer puisqu'il s'agit bien de permettre au lecteur de se reconnaître dans des remarques à caractère suffisamment général. Et ça, il le dit dans sa préface. Je rends au public ce qu'il m'a prêté. J'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage. Et plus loin, il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature. Et s'il se connaît quelques-uns des défauts que j'y touche, sans corriger. Donc on voit bien que même si La Bruyère va, à partir d'un arsenal lexical que j'ai un peu débroussaillé, décrire des comportements singuliers, on voit bien qu'il va aussi rechercher un certain niveau minimal de généralité permettant au lecteur de se reconnaître. Et donc c'est dans cette tension, je pense, que doivent être considérés cette nomenclature en fait du caractère, dont le terme caractère lui-même fait partie, et aussi le terme génie qui nous occupe et auquel je vais me limiter maintenant, dans cette deuxième partie, centrée sur quelques usages du génie dans les caractères. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler les sens les plus communs, essentiellement trois, tels que les donne Furetière dans son dictionnaire universel. Alors, génie se dit d'abord du bon ou du mauvais démon. C'est par exemple le génie de Socrate. Dans un deuxième sens, le génie, c'est aussi les bons anges qui accompagnent les hommes ou qui sont donnés aux États et aux Églises pour les protéger. On anticipe sur une formulation qui sera plus claire dans l'article État du même dictionnaire de Furetière, à savoir le génie des peuples ou des rois. Ici, le génie est plutôt tutélaire et plutôt positif. Il a un caractère aussi plus général, puisqu'il s'agit du génie d'ensemble aussi vaste que les peuples, par exemple, ou les nations, ou la France. Enfin, dans un dernier sens,
le génie se dit du talent naturel et de la disposition qu'on a à une chose plutôt qu'à une autre. Et c'est bien là qu'on pourrait rattacher, me semble-t-il, le génie à une nomenclature de la caractérologie. L'un des paramètres de cette caractérologie pourrait bien être le talent naturel, la disposition. Alors tous ces sens, je le précise, se retrouvent aussi légèrement modifiés dans le dictionnaire de l'Académie française de 1794, et aussi chez Richelet, qui lui, par contre, prend soin de dire que le génie, en tant que bon ou mauvais démon, appartient à une pensée païenne. Et en fait, Richelet insiste sur le fait que cette pensée païenne est caduque. Mais voilà les acceptions principales du terme génie telles qu'on les trouve dans les dictionnaires du temps. Alors, je vais maintenant étudier l'usage qu'en fait La Bruyère parce qu'il exploite toutes ces acceptions. Pour La Bruyère, le génie n'est pas seulement un grand créateur individuel, ce n'est pas seulement un talent spécifique ou un synonyme du naturel. Le génie va faire l'objet d'une pluralité d'emplois qui recoupent les différents sens donnés par Furetière. Alors, je vais commencer tout de suite par le génie des nations. À mon avis, ce terme est moins intéressant dans le projet de La Bruyère, puisque la nation n'est pas l'échelle d'analyse privilégiée dans les caractères. Il me semble qu'on peut rattacher à une tradition ultérieure, par exemple à celle de la théorie des climats dans l'esprit des lois, l'étude d'un génie des nations. Les caractères, dans une tradition plus moraliste, ethnographique, se concentrent sur des individus considérés sous l'aspect de l'âge, du sexe, des conditions et de la naissance. C'est pourquoi le génie des nations, à mon avis, est plus secondaire dans les caractères. Au fond, il n'est pas véritablement défini. Il est simplement nommé, par exemple, dans Du souverain ou de la République, remarque 12. Il est question du ministre Proté et de son action. Alors, ce ministre protéiforme prend conseil du temps, nous dit La Bruyère, du lieu, des occasions, de sa puissance ou de sa faiblesse, du génie des nations avec qui il traite, du tempérament et du caractère des personnes avec qui il négocie. Donc on voit ici que le génie fait l'objet d'une réflexion plutôt politique que morale. C'est un paramètre de l'action, un préalable à prendre en considération avant d'entreprendre une réforme, avant d'entreprendre la rédaction d'une loi, la rédaction d'un traité. Il y a bien un génie général dont parle La Bruyère, mais ce génie est la matière du ministre. C'est moins, me semble-t-il, la matière du moraliste, qui lui étudie les mœurs de son siècle, comme il le rappelle dans sa préface et comme il le dit dans le titre de son ouvrage. Par les mœurs de son siècle, il faut évidemment entendre les mœurs de la France, car l'optique du moraliste se réduit en effet à ce seul pays, à ce seul territoire qu'il habite, qu'il occupe. Alors, l'intérêt particulier de La Bruyère, l'intérêt pour le génie particulier et non pour le génie des nations, doit être rattaché à l'optique de La Bruyère et à sa méthode. Sa méthode, à mon sens, elle est moins inductive que déductive. Il s'agit moins de ramener des caractères à des principes unificateurs que de relever des différences et d'affiner toujours plus le regard. Si je devais qualifier un certain équilibrage entre ces deux tendances, je dirais que La Bruyère se situe plus du côté de la précision, de l'affirmation des différences, que du côté de l'affirmation de grandes lois morales, ce qui serait plus le cas dans La Rochefoucauld. La Bruyère tente toujours de classer, comme le montrent les titres des chapitres dans les caractères, mais au fond, au sein de ces chapitres, on constate une variété de caractères, une variété de conduites et de comportements humains tout à fait stupéfiantes. Alors, second sens maintenant, le génie comme ce qui nous rend aptes à faire quelque chose, comme une disposition. La Bruyère travaille également ce sens, par exemple dans la remarque 3 du chapitre du mérite personnel. Il dit ceci: tout persuadé que je suis, que ceux que l'on choisit pour de différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font bien, je m'hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou inconnues, que l'on n'emploie pas et qui feraient très bien. Alors on voit bien qu'ici, La Bruyère cherche à articuler le génie au sens de talent et disposition naturelle à une profession, à des emplois. Il essaie de relier, disons, un potentiel, une puissance à un certain nombre d'actes, en fait, de manière adéquate. Et d'une certaine manière, il montre que la société se méprend sur le génie. Il thématise l'impossibilité à l'échelle collective de faire la part des différents génies et de les employer adéquatement. Et cette difficulté, ce sera aussi celle du moraliste, confronté à cette sorte de
caractère un peu indéfinissable qu'est le génie. Les grands créateurs, il est difficile d'en déterminer les emplois, de les ramener à des règles. Ils posent un problème d'adéquation qui est bien thématisé ici, à l'échelle de la société par La Bruyère. Une autre remarque du même chapitre confirme cet usage par La Bruyère du sens de génie comme talent. Et je la cite parce qu'elle va nous permettre de montrer une certaine porosité notionnelle. En fait, La Bruyère, lorsqu'il exploite le terme de génie, à mon avis, réactive un certain nombre d'acceptions. Il les croise. Alors, je cite ici la maxime 32 du mérite personnel. Émile était né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu'à force de règles, de méditation et d'exercice. Il n'a eu dans ses premières années qu'à remplir des talents qui étaient naturels, qu'à se livrer à son génie. Alors, ici, le génie est ramené du côté des dispositions naturelles du personnage considéré, à savoir Émile, et il est clairement opposé à un apprentissage, à un enseignement, celui de règles, de méditation et d'exercice. Alors, bon, ce qui est aussi intéressant ici, c'est le fait que ce génie fait déjà signe d'une certaine manière vers le caractère exceptionnel d'Émile, et non pas seulement particulier. Mais le plus intéressant, je crois, il y a l'expression se livrer à son génie. Au fond, le génie, ce n'est pas seulement un paramètre définitoire, c'est véritablement un paramètre actif, une force qui travaille le sujet de l'intérieur, à laquelle celui-ci se livre ou est livré peut-être plus qu'il ne s'y livre. Et de fait, on retrouve exactement la même formule, se livrer à son génie comme une force qui nous dépasse, comme une force qui nous commande de l'intérieur, dans une remarque qui développe cette idée et qui en montre les différents problèmes, notamment pour un moraliste qui chercherait à décrire des personnages, à décrire des caractères. Et je renvoie ici à la remarque 56 du chapitre des jugements, un peu plus long, mais que je vais lire parce qu'elle permet de thématiser très nettement cette versatilité du génie et le fait qu'il emporte le sujet au-delà de lui-même d'une certaine manière. Alors, voulez-vous quelque autre prodige, nous dit La Bruyère. Concevez un homme facile, doux, complaisant, traitable, et tout d'un coup violent, colère, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme simple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris. Mais permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui, j'ose dire, sans qu'il y prenne part, et comme à son insu. Quelle verve, quelle élévation, quelles images, quelle latinité. Parlez-vous d'une même personne, me direz-vous? Oui, du même, de Théodas et de lui seul. Il crie, il s'agite, il se roule à terre, il se relève, il tonne, il éclate. Et du milieu de cette tempête, il sort une lumière qui brille et qui réjouit. Disons-le sans figure, il parle comme un fou, il pense comme un homme sage, il dit ridiculement des choses vraies et follement des choses sensées et raisonnables. On est surpris de voir naître et éclore le bon sens au sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et les contorsions. Et là, j'attire votre attention sur la fin. Qu'ajouterais-je davantage? Il dit et il fait mieux qu'il ne sait. Ce sont en lui comme deux âmes qui ne se connaissent point, qui ne dépendent point l'une de l'autre, qui ont chacune leur tour et leur fonction toutes séparées. Et ici, on voit bien que La Bruyère travaille une acception du génie qui a à voir, me semble-t-il, avec l'idée du génie comme démon. N'en déplaise à Richelet, qui renvoyait cette conception du génie à un certain paganisme qui n'a plus cours à la fin du XVIIe siècle, il semble bien ici que La Bruyère joue avec cette idée d'un génie qui dédouble le sujet, qui fonctionne comme un démon qui le guide malgré lui. Le génie, donc, fracture l'être ici. L'individu apparaît clairement partagé entre son démon et lui-même. Et donc, cela pose un gros problème pour le moraliste, puisque loin de permettre l'explication claire d'un caractère, que l'on ramène à des déterminations innées, le génie va brouiller d'une certaine manière la caractérologie de La Bruyère. Il me semble que ici, il n'est pas tant un élément explicatif qu'un facteur de trouble. Il va amener l'individu à montrer deux visages, et plus encore des visages contradictoires. Donc voilà pour l'acception du génie comme démon. Je termine très rapidement ce tour d'horizon en rappelant l'acception du génie comme génie créateur. Alors, Jean-Alexandre Perras, dans l'exception exemplaire, mobilise plusieurs passages des caractères de La Bruyère où il est question de ce problème du génie créateur. Il est notamment question du Cid, de la querelle que le texte a entraînée, et du génie de Corneille.
qui se dégage en fait de cet usage que fait la bruyère du génie, c'est que le talent naturel, la disposition, fait sortir au fond le créateur des bornes de la nature. Il n'apparaît plus simplement comme un individu particulier en vertu d'un naturel qui lui est propre, il apparaît surtout comme un individu exceptionnel, un individu qui sort des limites, mais pour le meilleur en fait. Et il me semble que la notion de sublime permet notamment de rendre compte de cette sortie positive hors d'un cadre qui normalement en fait détermine un goût et détermine des bonnes manières d'écrire. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est sur le caractère problématique, au fond, de ce génie créateur tel que le conçoit la Bruyère. Et il me semble que deux exemples le montrent très bien, et je vais les travailler rapidement, puisqu'en fait, ils ne sont pas intégrés à l'exception exemplaire de Jean-Alexandre Perras. Ces exemples, ce sont Marot et Rabelais. Marot et Rabelais qui sont excusables donc d'avoir, comme dit la Bruyère, semé l'ordure dans leur, qui sont inexcusables d'avoir semé l'ordure dans leurs écrits. Tous deux avaient, comme dit la Bruyère, assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer, même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu'à rire dans un auteur. Rabelais surtout est incompréhensible, son livre est une énigme, quoi qu'on veuille dire, inexplicable, c'est une chimère, c'est le visage d'une belle femme avec des pieds d'une queue de serpent ou de quelque autre bête plus difforme. C'est un monstrueux assemblage d'une morale, fine et ingénieuse et d'une sale corruption. Où il est mauvais, il passe bien loin de là du pire, c'est le charme de la canaille. Où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent. Il peut être le mets le plus délicat. Alors, il semble bien, alors je vais rendre plus concise une explication que j'avais prévue assez détaillée, mais ici, il apparaît clairement que Marot et Rabelais sont cités en tant qu'écrivains majeurs et même, pour être dire, comme écrivains de génie. Et toutefois, ce génie pose un vrai problème puisqu'il apparaît de manière assez incompréhensible, où il débouche sur des conséquences d'écriture assez incompréhensibles, à savoir ces ordures brocardées par la Bruyère dans cette remarque du chapitre des ouvrages de l'esprit. Alors, on assiste d'une certaine manière à quelque chose de contradictoire puisque le grand génie expose la personne, expose le créateur en quelque sorte à des fautes de goût. Et on remarque déjà un caractère tout à fait notable, c'est que le grand génie ne saurait rien produire d'insipide et que pour lui, il n'y a en quelque sorte pas de voie moyenne. Comme dit la Bruyère, où il est mauvais, il passe bien loin au-delà du pire. Et où il est bon, il va jusque à l'exquis et à l'excellent. Donc le génie, c'est en quelque sorte un terme qui échappe à la caractérologie puisqu'il est dans les deux extrêmes en même temps. Il n'est pas dans un espèce de moyen terme, il est difficilement situable. Il me semble que dans les ouvrages de l'esprit, c'est cette difficulté que ne va cesser de travailler la Bruyère. L'autre difficulté, c'est l'articulation de ce génie à un caractère naturel. On pourrait croire que la Bruyère est redondant lorsqu'il nous dit, de Marot et de Rabelais, tous deux avaient assez de génie et de naturel. Il me semble que ici la Bruyère n'est pas tant redondant que précis, ou qui nous permet en tout cas, nous, de préciser certains caractères du génie opposés à certaines propriétés du naturel. Car en effet, la nature est censée définir un certain cadre, un bon goût, et les ouvrages de l'esprit n'auront de cesse d'essayer de définir. Le génie, ici, c'est ce qui fait sortir, semble-t-il, de ce bon goût, qui fait sortir de la nature. D'où une distinction problématique, puisque le génie, au fond, semble bien avoir le droit d'être dit naturel, et d'ailleurs Furetière le définit comme un talent naturel. Le dictionnaire de l'Académie française parle de l'inclination aux dispositions naturelles au sujet du génie. Et Richelet est encore plus concis et plus direct, puisqu'il dit génie, naturel, le naturel. Donc, d'une certaine manière, on aurait quelque chose d'assez ambigu ici, puisque le génie n'est pas le naturel, et en même temps, on est sur un terme de sens proche. L'origine du génie semble bien être naturelle, et en même temps, la Bruyère prend soin de distinguer l'un et l'autre. Alors, le problème vient, à mon avis, du fait que plusieurs sens ou que plusieurs sèmes entrent en collision ici dans ces deux termes et rendent difficile leur articulation. Le génie, dans la mesure où il est inné, peut être dit naturel. Mais ce qui frappe essentiellement dans la définition du génie, c'est la manière dont il fait sortir l'individu qui a un grand génie de la notion de nature. Il tend plutôt, on part, si vous voulez, et ça, Jean-Alexandre Perras l'a montré,
d'une origine naturelle pour aller vers quelque chose d'exceptionnel, on est dans une sortie de la nature. Et le naturel, au contraire, a plutôt à voir avec la constance. Par exemple, dans le dictionnaire de l'Académie, on sait que le naturel, c'est une propriété naturelle. C'est le naturel du feu de tendre en haut, le naturel de l'homme d'être sociable. Il me semble ici qu'on est dans une analyse qui ressortit moins à l'origine naturelle ou culturelle d'un certain nombre de propriétés qu'à la constatation d'une certaine constance, en fait. C'est dans la mesure où les propriétés se retrouvent constamment dans certains objets qu'elles peuvent être dites naturelles. On comprend dès lors que le génie puisse sortir du naturel, entendu au ce sens, puisque le génie, quand bien même il serait d'origine naturelle et innée, en fait, nous fait sortir d'un autre naturel qui est le naturel des propriétés naturelles, à savoir des propriétés constantes, des propriétés que l'on retrouve dans la plupart des cas. Et tel est bien le naturel dont on sort ici avec le génie, à savoir le cadre d'un bon goût, le cadre d'une inclination commune à un ensemble de consommateurs de littérature, disons, ou un ensemble d'écrivains qui manifestent une certaine homogénéité dans leur manière de faire. Donc voilà, j'espère avoir ici suffisamment éclairci les difficultés du génie par rapport au naturel et la manière dont les deux termes s'articulaient difficilement et contribuaient à brouiller, au fond, les remarques dans des ouvrages de l'esprit où La Bruyère parle de génie. Alors, je reviens très rapidement au troisième point, qui est cette paramétrique infinie et cette impossible, ou du moins très délicate caractérologie que met en place La Bruyère dans ses caractères. Alors, on le voit, la difficulté de définir le génie, notamment le génie créateur, va participer de cette difficulté caractérologique. Mais d'autres éléments sont à prendre en considération. D'abord, le génie s'intègre à une paramétrique. Et cette paramétrique fonde la caractérologie. Mais elle la fonde avec un ensemble de notions. Comme pour la complexion ou le caractère, comme pour les talents ou le naturel, il semble qu'à travers la saisie du génie, se joue la saisie de l'individu, mais même de certains groupes d'individus qui pourraient appartenir à des ensembles communs. Les caractères chercheraient donc, entre autres, à définir différentes sortes de génie, peut-être différentes échelles de génie, comme le suggère l'expression de génie des nations, ou la saisie souvent scalaire du génie, à savoir notamment l'opposition entre petit génie et grand génie. Le problème, on l'a vu, en tout cas j'ai essayé de le faire voir, c'est la difficulté à définir et à saisir ce qu'est le génie, notamment dans le cadre du génie créateur, mais aussi la difficulté à articuler le génie comme paramètre à beaucoup d'autres. Et de fait, on s'aperçoit que la complexité de l'homme déborde la détermination du génie, et ça, La Bruyère le dit clairement. Et c'est notamment le cas à cause d'une mise en situation sociale, en fait. Alors, je vais citer un extrait du chapitre de l'homme, c'est la remarque 131, qui montre de manière tout à fait claire, tout à fait explicite, la dimension du génie comme paramètre, et comme paramètre intégré à une combinatoire extrêmement précise et extrêmement délicate par la multiplicité des termes qu'elle met en jeu. Alors, je cite. Il se fait généralement dans tous les hommes des combinaisons infinies de la puissance, de la faveur, du génie, des richesses, des dignités, de la noblesse, de la force, de l'industrie, de la capacité, de la vertu, du vice, de la faiblesse, de la stupidité, de la pauvreté, de l'impuissance, de la hauteur et de la bassesse. Ces choses mêlées ensemble en 1000 manières différentes et compensées l'une par l'autre en divers sujets, forment aussi les divers états et les différentes conditions. Les hommes d'ailleurs, qui tous savent le fort et le faible les uns des autres, agissent aussi réciproquement comme ils croient le devoir faire. Bon, là, je coupe la réplique, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est l'énumération de La Bruyère l'amplifie et le manifeste de manière tout à fait claire, la multiplicité des paramètres à prendre en compte lorsqu'on cherche à définir des caractères, à définir des individus particuliers. Il me semble que le génie, entendu au sens de talent naturel, disposition naturelle, fait partie de ces paramètres qui, en s'articulant avec d'autres, brouillent la saisie que l'on peut faire des différents individus. On l'a vu avec la remarque du mérite personnel, la société n'arrive pas à créer d'adéquation correcte entre les dispositions naturelles et les emplois et les professions. Les forces et les faiblesses du génie se combinent avec des déterminations d'origine sociale, si bien qu'il paraît même hasardeux de qualifier un génie à partir de ce que la société donne à observer.
Et le discours de La Bruyère est assez pessimiste sur ce point, puisqu'il dit, c'était la suite de la remarque 3 du mérite personnel dont j'ai cité le début, combien d'hommes admirables qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé. Combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais. Au fond, le génie a toutes les chances, même quand il est exceptionnel, d'être invisibilisé en raison de tout un ensemble de paramètres, de forces qui s'exercent au niveau de la société et qui invisibilisent parfois de grands génies ou au contraire mettent en avant des personnages d'un petit génie, comme le montrait bien la remarque 38 des biens de fortune, où il est question d'un homme d'un petit génie qui s'avance. Et à la fin, La Bruyère conclura que ce petit génie s'est avancé totalement par le hasard et qu'il a atteint aux plus hautes dignités sociales, indépendamment de tout talent, indépendamment de toute disposition. Donc il y a bien une fracture entre, d'un côté, disons, quelque chose qui est ressorti au culturel et quelque chose qui est ressorti au naturel. Et le passage d'un l'un à l'autre ne se fait pas de manière univoque et automatique. En fait, il y a toujours brouillage. Et je pense que c'est que nous montre La Bruyère. Disons que la mise en scène emblématique de ce brouillage, c'est la remarque des jugements très célèbre, la remarque 17, où il est question de Corneille éclaboussé par la boue d'un carrosse dans lequel est conduit un simple comédien. Je crois que cette remarque, qui en plus nous reparle de Corneille, l'un des génies dont a le plus parlé La Bruyère dans des ouvrages de l'esprit, est tout à fait emblématique de cette disjonction entre les caractères tels que les génies tels que la société les donne à voir ou les présente, et en fait les génies réels, ceux qui ont un vrai talent. Donc voilà, donc je voudrais maintenant très rapidement conclure. Alors je pense que on a vu les principaux points. Alors d'abord, génie est un terme tout à fait singulier dans le corpus moraliste que j'ai pu étudier. Avec d'autres termes, en fait, je pense qu'ils fonctionnent en réseau. Ces autres termes sont complexion, talent, naturel. Ces termes mériteraient d'être étudiés à part entière et peut-être pourraient constituer le socle d'une entreprise propre à La Bruyère, à savoir caractériser des comportements humains et les caractériser à hauteur d'homme, moins par induction en remontant à des grands principes, à des grandes causes, à des grandes lois morales et psychologiques, mais plutôt par déduction, en essayant de faire travailler cette combinatoire qui est bien mise en lumière dans la remarque de l'homme. Également, je pense qu'on a vu quelques difficultés qu'il y avait à cerner la notion de génie, a fortiori quand le génie est un génie créateur, à l'instar de Marot, Rabelais ou Corneille. Alors, je voudrais maintenant ouvrir très rapidement par une piste de lecture que les limitations ici de l'exercice ne me permettaient pas d'explorer, mais qui pourra se faire peut-être plus tard. Alors peut-être qu'au fond, La Bruyère s'inspire ici d'un texte qui n'est pas à prendre dans les littératures morales de la France, mais peut-être dans une littérature morale non française. Alors, lorsque j'ai étudié le corpus moraliste pour y trouver la mention du génie ou la mention même de tempérament, qui est aussi un caractère, qui est aussi un terme mobilisé par La Bruyère et très peu par les faiseurs de maximes, j'ai un peu regardé l'Oraculo Manual de Gracian. Et en fait, dans ce texte-là, on retrouve tous ces lieux, tous ces paramètres qui fondent le travail définitoire et descriptif de La Bruyère. Alors, je n'ai pas pu explorer les affinités et peut-être qu'au fond, ça ne conduirait pas à grand-chose, mais il se trouve que dans l'Oraculo Manual de Gracian, on retrouve ce lexique qui m'a paru au départ singulier à La Bruyère, du moins qui le démarquait des autres moralistes français. Gracian parle notamment de la disparité entre l'esprit et le génie, et peut-être qu'il y aurait là une piste à explorer, peut-être qu'au fond, la tradition du génie en tant que talent, ou la réflexion sur les talents, sur des paramètres naturels dans la description des mœurs et des comportements, viendrait de là, viendrait d'un texte, l'Oraculo Manual, qui est plus soucieux, me semble-t-il, de délivrer une morale pratique
que de graver de grandes lois comportementales, qui est plus soucieux de créer une morale en action, une morale, une morale fondée sur les tempéraments, qu'une morale législatrice en quelque sorte. Voilà pour l'ouverture et donc pour l'intervention. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser pour le fait que j'ai beaucoup débordé. Très bien, merci beaucoup Romain pour cette intervention qui était absolument passionnante, hein. Je n'ai pas du tout eu le cœur de te demander de raccourcir parce que je voulais absolument savoir la fin, comme tu l'avais prévu. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est entièrement de ma faute et pas de la tienne si tu as pu déborder comme cela. Et en fait, je t'en remercie. C'était vraiment très très bien. Alors, je vais laisser pour l'instant toutes les questions qui se posent par rapport enfin, qu'on peut poser par rapport à tes pistes de côté, voilà, jusqu'à la séance de questions qui aura lieu après donc la deuxième intervention du panel. Donc, je voudrais présenter le docteur Amira Halim Cheili, qui enseigne à l'université Frère Mantouri de Constantine I en Algérie. Elle a soutenu une thèse en études britanniques et américaines qui portait sur l'esthétique et la fiction postmoderne dans la littérature américaine. Et ses travaux, aujourd'hui, se sont réorientés et portent désormais davantage sur la littérature africaine et la dimension interculturelle de la littérature et des langues. On va donc ouvrir ici à une aire géographique bien supérieure à simplement celle de l'Europe et de l'Europe de l'âge classique, en se posant donc avec elle d'ailleurs, il y a un léger changement par rapport au programme, puisque ce n'est pas The Embellishment of the Genie in the Western Culture que nous présentera donc le docteur Amira Halim, mais une question sur l'origine du terme de génie dans la langue arabe. Voilà, ce qui ouvre donc largement nos perspectives, toujours d'un point de vue sémantique. Voilà, eh bien écoutez, docteur Amira Halim, si vous m'entendez, la parole est désormais à vous et je serai heureux de vous entendre avant la séance de questions. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Je prends une minute pour demander la réactivation du micro. Je sais que nous avons eu déjà, en début de matinée, un certain nombre de problèmes. Oui, est-ce que ça fonctionne? Oui, oui, Ah, je peux très bien, vous je suis très heureux de entendre. vous Ouais. entendre. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, je vous entends bien. Vous êtes là? Oui? Ah, très bien, pour le partage d'écran, parfait, ça Ouais, fonctionne. ouais. Ok, bah vous avez la parole, je ne vous interromps plus. Merci beaucoup. Oui, si vous me permettez, je vais parler en anglais parce que c'est ma langue académique. Bien Je sûr, peux allez-y. parler en français, mais c'est pas comme l'anglais. Ce qui vous sera le plus simple, oui. voilà, aucun problème. So, when I saw your conference, I was really interested in the term actually, because here in Algeria, in the Arabic language, the term is very controversial because it is one of the taboos actually that we are not supposed to talk about because the term jinn, it is something scary for us. Okay, so for example, when you talk to your grandmas, your mothers about the term Jenny, we are not supposed to say the term, okay, unless we say some prayer, okay? So the term is very controversial here too. So a lot of people think that the term actually came from the Latin language in general, okay, with the development of the Latin language. But still, I do believe that it is an Arabic term, okay? So I supported this idea through many steps, okay? So it's a kind of the journey of the term in the Arabic and the Western culture, okay? So concerning the embellishments, this is what I was talking about, actually. The embellishment in the Western culture, Jenny is more embellished, more decorated. It is a good term, okay? This is what I mean, okay? It is something that refers to demons, actually, but still with some characteristic that may differ from the Arabic language, okay? So this is the title of my work, The Embellishments of the Jinni in Western culture. I'm gonna be starting by an introduction, then I'm gonna be talking about the Arabic and the French mutual influence,
okay? Then Andalusia, the cultural overlap. Then the term Jinni in the Arabic culture and language. I'm gonna be like explaining it, okay? Then the term Jinni in French and the term in other languages, okay? To conclude with my results, okay? So with what I came with after my research in this language. I just want to draw your attention to the fact that my research is more about the origins, okay? I don't really reach the 17th and the 18th century, okay? So I'm gonna be stopping like in the 15th century, okay? So languages have always been interrelated, okay, as you know. So studying the etymology of specific word could represent a difficult task, for it is hard to trace the origin of it without being lost in a circular maze in which the beginning leads to the end and vice versa. So the term Jinni is among these words that represent a difficult task to scholars in terms of denotation and connotation. So it is believed, as you know all, that the Arabic language is the third most influential languages on French after English and Italian. So French people use a lot of Arabic words in their everyday life. If a French citizen goes to a coffee shop, for example, for a cup of coffee without sugar or orange juice, and buys spinach, eggplant, and apricot from the opposite store and wears a cotton shirt, he uses about 10 Arabic words in his speech, among the 400 other words that he may use. So the Arabic language has a great influence on the French language. So here I'm not talking about the influence of the Arabic language nowadays. Okay, so I'm not talking about the influence of for example, the Algerian and the Tunisian Arabic language on French after colonization. I'm talking about long before the colonization. So this mutual influence appears in the fact that most of the Arabic words that have French origins are the ones related to technology, like the dynamo and radar, for example. And on the opposite side, most of the French language that have Arabic origins are the ones related to religious terminology, like, for example, Islam, Allah, mosque, okay? So this mutual influence, as I said, was traced in the Andalusia, the cultural overlap. So talking about the 7th, the 8th, the 9th, the 10th century until the 15th century, we have had this cultural overlap. We have Andalusia, the Islamic conquest of the Iberian Peninsula, and we have France. The cultural overlap began with the influence of the medieval Latin on French around the 11th century. And we have Italy. Okay, so here I have an objective by talking about Italy, France, and the Islamic culture in Spain. So, and we have Italy, the cultural overlap began as the empire, the Byzantine Empire, was weakening under the pressure of the Muslim conquest. Okay, so as you all know, with the Islamic conquest of Spain, we have had such a great power, okay, in all terms. Over the European continent. So the Islamic culture really influenced the European countries during that time, as I said, between the 8th and the 15th century. So around this time period, many words from the Arabic language entered French, mainly or indirectly, maybe randomly, through medieval Latin, Italian, and Spanish. There are words, for example, like goods, like, for example, orange, spices, like saffron, trade goods, like alcohol, cotton, science, like hazard, okay, and mathematics also. This cultural
overlap, as I said, is a result of the, this Arabic language and the Islamic culture came from first, I mean, a lot of sources that I have read, this is just the summary of what I have read, a lot of sources indicate that trade actually influenced the cultural exchange of words. So large parts of the growth of trade in Andalus was the trading of slaves. Muslims and Jewish merchants would buy slaves from Eastern Europe and Spain and bring them to Andalus to export to other places. So during this process of slave trade, a lot of words were transmitted to Europe. And of course, the academic circle. So no one can deny the fact that the academic I'm sorry about that. Yeah, so as I said, the influence of the trade that I was talking about. Then we have the academic circle. Several universities in Europe in the late Middle Ages were born, okay, out of the Muslim spirit and the Spanish Muslim intellectuals who transformed through Western students whom studied at Islamic universities in Andalusia. So here, talking about the academic work, a lot of students, okay, just to sum up, a lot of students, European students handled or studied in the Andalusian universities. So you can imagine the influence or the words that might be taken out of this. So the term Jinni in the Arabic culture and language. So here, at the beginning of my presentation, I said that the term is kind of special in our Arabic culture. So in Arabic, Jinni is originally taken from the Holy Book of Quran. So the Jinni is a supernatural creature, okay, that was that has some supernatural powers, among which is the ability to hide. Okay, so in Arabic, Jinn means hide. So this term, Jinni, which means that some creature that are able to hide, and our human capacities, or we as humans, we are not able, we don't have the capacity to see them in front of us. So this is what makes them some supernatural beings. Also, in the Arabic language, jinn are oppositional to human beings, which means that I'm not going to say that they are enemy, but oppositional to human beings, which means that in the Quran they are always compared to human beings. So this comparison makes them more like some creepy creatures for us. Of course, the term was used in the 1001 Nights fairy tales that you all know, especially in the fairy tale The Fisherman and the Genie. So this, in terms of literature, this was the first time that the term was actually used in literature. So not talking about the Quran, long before the appearance of Islam, the Arab tribes used to believe in such creatures and used to believe or to use, sorry, the same word as it is used in Quran. So the Arab tribes actually believed in these creatures. Also, talking about jinn, in the Arabic culture, they believe that the demon, the devil, Satan, is actually one of them, one of the jinn, which means that he is this creature that was made or created out of fire, and he is the one who refused to obey God, as you all know. So jinn and demon in the Arabic language and culture are always interrelated because it is believed that they are the same creatures. Of course, in the Arabic culture,
the jinn are believed to live, sorry, in deserts and in seas. So they are not supposed to live on the same lands as the human beings. Okay, so this is just to explain the cultural concept of the jinni. Also, it is believed that when you pronounce the word jinn, you are gonna invite them to come. Okay, so this is just concerning the culture. Talking about the spelling now in the French language. I found actually a lot of spellings of the word. Of course, in French, it is G-E-N-I-E. But in French also, some people spell it as D-J-I-N-N, as the Arabic word might be spelled. So this difference between the two spellings actually pushed me to look for the spelling of the word in Latin language. Okay, although you have already told me that I have to specify which language should I talk about, but still, I think that this similarity, this resemblance of the word in the Latin language and the Arabic language, then we have the French, the English, and other languages might bring actually the possibility that there should be actually an origin actually. There should be an origin of the term, okay? We can't have this resemblance of the two terms, jinni in the Latin language and in Arabic with the same meaning, but with different cultures, okay? There should be an origin. This is what I want to talk about, okay? So this resemblance. So historically speaking, of course, as I said, taking into consideration that the term appeared long before the appearance of Islam in the 6th and the 7th century, and before the appearance of, before the Quran was sent, actually. I do believe that the origin of the term is Arabic. And I have already, in the beginning of my presentation, I have already talked about medieval Latin. And I said that medieval Latin, referring to medieval Latin, it was also influenced by the Arabic language. Okay, always referring to the Spanish, the Islamic culture in Spain, okay, during the 8th and the 5th, from the 8th to the 14th century. So even if you want to talk about the origin of the word jinni in the Latin language, you should talk about Arabic, because I think that even the medieval Latin took the word from Arabic. So the spelling of the word jinni in French may refer, as I said, the spelling of the word jinni in French may refer to the possibility that it is actually taken from Latin. However, the cultural overlap referred to previously, especially concerning the medieval Latin, proves that both French and medieval Latin took the word from Arabic. So Arabic gave the term its meaning and pronunciation, and Latin its spelling. So I think that this new spelling of the word was a creation of the medieval Latin, but still the word is the same, the meaning is the same. So the origin is Arabic. So this is what I actually hypothesize. So talking about the embellishments, so as I said, it came out of my culture actually. So I think that this embellishment of this decoration of the term as jinni in Western culture is considered as a super creator, but still a kind of a fairy tale, not like it is considered in Arabic, so not like it is seen in the Arab culture as a kind of scary, creepy creature. So this is a kind of amelioration in terms of
the word genie. So by the 100 Years' War, the term is less daunting and more embellishing with the French influenced English and the French language. So talking about the French, the English language, of course, the English language is believed to be influenced actually by the French, by the 100 Years' Wars. So it was introduced to English through French. So the whole journey of the term genie is a journey of cultures. So first, it appeared in the Arab countries, the Arab tribes, then the Islamic culture in Spain, then the European countries like France and Italy. Then it was taken to the Anglo-Saxon countries like Britain. Okay, so this is my view of the word genie and how it was actually transmitted from one culture to another to reach actually a universal faith. So thank you. Merci beaucoup, Dr. Haïm, pour cette présentation donc, sur les origines arabes du terme génie. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer à la première séance de questions pour ce panel. Voilà, donc je voudrais solliciter les différents auditeurs et auditrices et voilà, ne pas commencer directement moi-même par poser la première question, étant donné que j'ai déjà beaucoup monopolisé la parole ce matin. Pour autant, sinon, sachez que j'ai quand même quelques questions à vous poser à tous les deux. Et j'espère bien avoir l'occasion. Voilà. Donc, si dans la salle, voilà, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas pour l'instant, sinon je prendrai la main, tout simplement. Oui, Jean-Alexandre Perras, bien sûr. So thank you very much for these two presentations. I think it was really interesting to hear them both. I will ask my first question in English, but you can well answer in whatever language you prefer, English or French. And ma deuxième question en français. So my first question is more a comment than a question, because it was really interesting what you shown us about the jinn. If you look into the Dictionnaire des Intraduisibles by Barbara Cassin, there is a really interesting entry on genius, ingenium, and also jinn in this dictionary of words that you cannot translate. So the question of this dictionary is already saying that there are words in certain languages that are circumscribed to certain cultures. And what is interesting with the entry jinn, it's in an encadré. It's not related to the main text of the article on genius or ingenium. So there is something that really interesting there, because they have difficulty to intertwine these issues. And I had a look at, of course, the origins of jinn, genius, and daimon. And if you look at the Greek word, the word daimon, in Latin, it has been translated by genius in Apulé, Didiosocrates. And there is, if you go further in history, you can see that there are many difficulties into translating ideas or concepts or cultural realities into other languages. So this issue is already there from Greek to Latin before the first century. So so this is more a comment, and thank you very much for that really interesting presentation you gave us. So, la deuxième question, si je peux me permettre de monopoliser de façon inconsidérée la parole. Alors, j'aimerais déjà m'excuser de vous avoir
interpellé de façon complètement intempestive à propos de Du Bellay, parce que j'ai lu ce que je voulais lire. Donc déjà, ce qui me semble intéressant là chez La Bruyère, donc pas Du Bellay, c'est la question, effectivement, comme vous l'avez bien souligné, la question du naturel, et puis ce que vous disiez à propos du fait que les autres moralistes ne monopolisent pas de la même façon que La Bruyère cette histoire de naturel et de génie, me semble hyper intéressante, parce que si on considère par exemple le procès qu'a eu Théophile de Viau avec Garas dans la génération précédente, et l'une des accusations en fait que faisait Garas à propos à l'égard de Théophile, c'est justement son usage du naturel et du génie. Hein, et c'était un usage très problématique parce que on dirait peut-être aujourd'hui matérialiste, ou enfin la caractérologie était absolument, enfin, justifiait le caractère amoral par ce qu'il entendait par nature. Et il y a plusieurs passages chez Garas à propos justement de l'usage libertin, dit libertin, des libertins du mot nature. Et là, je pense qu'on pourrait retrouver quelque chose comme ce que vous êtes en train de décrire, en fait, plutôt d'observer chez La Bruyère. Et il me semble que là, c'est quelque chose de dangereux, justement, pour les moralistes, que de toucher à cette question-là, peut-être une génération après. Vous avez cité Gracian, et il y a Huarte aussi. Huarte dans l'examen des esprits, en fait, examen de ingenios, qui parle énormément de la question du tempérament. C'est vraiment dans la lignée de la mélancolie et justement de cette histoire très, très humorale du caractère. Autre chose qui m'a semblé très, très intéressante, c'est aussi l'apparition de la notion d'enthousiasme dans les caractères, à travers ce démon, hein, chez Marot, héritier de Pindare. Qu'est-ce qu'on fait de ces poètes un peu hors normes, surtout hors technique? Qu'est-ce qu'on fait d'eux dans le cadre d'une caractérologie? Ça m'a semblé extrêmement intéressant. Surtout que il me semble penser que Marot et Rabelais sont au XVIIe siècle justement des poètes un peu laissés de côté parce que ne répondant pas à cette à l'esthétique qu'on est en train de définir au XVIIe siècle. Et le fait que j'avais pas noté ça du tout, mais le fait que l'enthousiasme passe par là, par Marot et Rabelais, c'est autre chose, me semble absolument intéressant. Ou peut-être Romain Billet directement si le Dr Halim a encore des problèmes de connexion, ce que je comprends aussi tout à fait, et qui arrive très régulièrement ces jours-ci, alors qu'on est tous et toutes en vidéoconférence toute la journée. Donc Romain, si vous voulez prendre la parole en attendant que le Dr Halim revienne. Merci. Mais en fait, du coup, je réagis à ce qui m'apparaît moins comme une question qu'un commentaire assez averti sur la manière dont La Bruyère conçoit ou essaie de concevoir, parce qu'en fait, il me semble que que l'un des enjeux des caractères, ou que l'une des vertus des caractères, c'est peut-être moins d'arriver à des conclusions définitives sur un certain nombre de points, que de mettre en lumière des problèmes, des difficultés. Donc oui, il me semble que Jean-Alexandre Perras, plutôt qu'une question, a souligné la question de l'enthousiasme et, disons, la pertinence ou l'intérêt qu'il y avait à mobiliser pour La Bruyère des modèles qui peuvent sembler aussi incongrus que Marot ou Rabelais, dans la mesure où, en tant qu'individu hors norme, il semble échapper en fait à la possibilité d'être érigé en modèle. En fait, moi, je les ai enfin, il y a d'autres passages où je crois qu'il est question de Marot, mais il me semble que, comme Rabelais, il fournit un objet d'étude intéressant, puisque à la fois il appartient à une tradition littéraire, pourrait-on dire canonique, et en même temps, force est de constater que le XVIIe, à la fin du XVIIe siècle en particulier, essaie de se détacher de ce canon pour construire un autre canon, son propre canon. Et donc, héritant de cette tension, La Bruyère se retrouve confrontée à cette difficulté, à la fois établir ou accorder que, effectivement, Marot et Rabelais sont des écrivains de valeur, et en même temps, qui ne correspondent pas du tout aux nouvelles normes, qui sont celles d'un Guy de Balzac dans ses lettres, par exemple, auxquelles fait référence La Bruyère, ou d'autres
ou d'autres comme Boileau. Alors, peut-être qu'on pourrait essayer d'articuler la manière dont la Bruyère mobilise ces exemples épineux que sont Rabelais et Marot à une histoire de la littérature telle qu'elle se présente ou telle qu'elle se donne à lire, de façon très parcellaire et fragmentée dans les caractères, en posant que certains auteurs feraient office de transition entre ce génie débridé et parfois ordurier d'un Marot et plus encore d'un Rabelais, et le ton beaucoup plus policier qui sera celui de Racine ou de Boileau, de Voiture aussi, et dont Balzac était, je pense, un précurseur presque un peu égaré, puisqu'il appartient à une génération, plutôt à une génération du début de la première moitié du XVIIe. Donc là, je pense évidemment à Corneille, parmi ces intermédiaires. Peut-être que Corneille pourrait s'intégrer à une petite, ce petit tableau de la littérature française que nous fait la Bruyère, et qui va de ces génies débridés à des génies plus assagis, ce serait Racine, à savoir des génies qu'on peut ramener à un ensemble de règles. Et c'est pour ça que il me semble l'expression, que le couple génie et nature était intéressant, parce que la Bruyère m'a semblé en fait embêté au moment de le manipuler. Il a dit, malgré leur naturel et malgré leur génie, Rabelais et Marot versent dans l'ordure. Et tout l'enjeu, je crois, va être à la fin de présenter des écrivains ou d'établir que le naturel des écrivains ultérieurs les conduira toujours suivant les préceptes du bon goût. En fait, il va y avoir, je pense, une progressive réduction entre un naturel postulé et un naturel constaté dans les œuvres. Parce que là, on a bien un naturel postulé chez Marot et Rabelais, dont en fait, et je pense qu'ici, tout simplement, la Bruyère se prévaut des passages qui ne sont pas ordonnés. Enfin, simplement, le caractère hétérogène des œuvres de Marot et Rabelais justifie que par certains côtés, ils soient orduriers et donc sortent des bornes du naturel, et par d'autres, ils maintiennent. Et on a tout lieu de croire que là où ils respectent les bornes du naturel, c'est là où ils anticiperaient davantage la littérature du XVIIe. Et peut-être qu'on pourrait essayer de penser Corneille comme une sorte de moment un peu pivot où on bascule de l'un à l'autre. Mais là encore, je parle de sujets que je n'ai pas étudié précisément. Enfin, peut-être que on pourrait essayer de dessiner un continuum, plutôt que de faire des catégories étanches, déterminer un continuum qui travaille comme ça sur des idées qui ressortissent à la nature, aux normes, et dans lequel le génie fait un peu office de concept trouble-fait, puisqu'il recoupe des œuvres hétérogènes dans leur partie et un tableau de la littérature hétérogène dans les acteurs qu'il met en lumière. Je ne sais pas si j'étais assez clair, mais voilà en tout cas comment je vois les choses et comment je pense qu'il faudrait essayer de penser les choses en respectant le texte de la Bruyère. Merci Romain pour cette première question. Évidemment, je donne la possibilité à Jean-Alexandre Perras de vous répondre s'il le désire, s'il veut ajouter des choses, compléter ou simplement dire que ça lui suffit. Bien sûr. Ça. Alors, bah oui. Alors, la Bruyère, historien de la littérature, ce serait hyper intéressant à défricher, parce que justement, ça créerait une continuité dans une discontinuité. Enfin, ce serait très, très intéressant. Je ne vois pas que ça a été fait, mais bon, peut-être que si. Et puis, par ailleurs, la Bruyère, dans l'histoire de la littérature, alors ce serait intéressant de voir s'il a été considéré comme étant un génie et s'il y a eu des parallèles entre les différents
moralistes qui ont été faits au XVIIIe siècle, et justement, comment est-ce que ça a été reçu, ça? Parce que relever des différences et des détails, c'est précisément pas le génie tel qu'on le conçoit au XVIIIe siècle. Enfin, il y a toute la question de l'observation, en fait, et la distance de l'observation, ce qui est observé. Hein, est-ce qu'on observe les étoiles, on observe les pattes de mouche? Et là, justement, est-ce que la Bruyère est pris dans ces caractérologies-là différentes au XVIIIe siècle, hein? Est-ce qu'il y a des parallèles, La Rochefoucauld, la Bruyère, par exemple? Ça ouvre aussi le champ à une espèce d'histoire, enfin une réception de ces différents points de vue que vous avez si bien soulignés. Est-ce que je peux entendre la question encore une fois parce que je n'ai pas arrivé à entendre. Sure. So the question was about what can we do with daimon, the Greek notion of daimon and its translation into Latin in the, I think it was Apulé, I think it was the 1st century before Christ. So this is one aspect of my question, and the other was about the Dictionnaire des Intraduisibles directed by Barbara Cassin. What I found interesting is the place the notion of djinn has in that. I mean, the disposition of the page. It's in an encadré. I don't know how to say it in English. I'm sorry. So it's completely separated from the main narrative of the history of genius or ingenium that they are doing, and it was about the idea of translation. To what point can we adapt one notion to another when you translate it? So the notion of genius, I think, is really important for these problems of translation. I think that's always a problem of how we actually transmit the word. And as we read dictionaries, for example, or etymology in general, we always read the word randomly because nothing is sure. So talking about the word demon, I think it is one of the terminology, the religious terminology I was talking about. Even if you say, for example, mosque, so it is masjid. It's not the exact word like jinn and genius and genie and so on. It's not the exact word, but talking about demon, in Arabic, shaitan, so I don't think that there is resemblance with the two terms, but still the inspiration is there. So I think that this religious terminology I was talking about in my presentation is the transmission of the religious words from Arabic to other European languages was a kind of random. So talking about why is it separate, for example, jinn, why is it framed, okay, encadré, why is it separated from the other terms, maybe because maybe they think that there's no resemblance, okay? So jinn, genie, maybe it doesn't really look like jinn, but I think that it is, okay? So we always talk about random transmission, okay? The second question, so this is it, okay? So demons and jinn, so thank you. Merci beaucoup pour votre réponse. Bon, voilà, la question étant toujours de savoir qui, de l'œuf ou de la poule, qui du latin ou de l'arabe ou du grec, en passant par l'un des trois, de toute façon, aurait permis de donner toutes ces sémantiques contemporaines, en tout cas, au terme de génie. Voilà, bon, je pense c'est encore un autre travail d'aller exhumer tout un tas de textes et d'origines à ce niveau-là, sachant que ces trois langues, en fait, ont continué d'exister tout au long de ces périodes, sur plus de 2500 ans pratiquement. Et voilà, bon, qu'il est extrêmement difficile de retrouver un originel, voire un originel indo-européen, mais là, je n'y compte même pas trop, et c'est de toute façon plus du tout l'actualité à ce niveau-là. Bon, cela dit, si vous le permettez, j'aurais une question à vous poser à tous les deux, et à tous les trois, en fait, à moins que quelqu'un d'autre, évidemment, veuille reprendre la main tout de suite. C'est effectivement la question qui entourait la possibilité du génie, quelle que soit l'acception qu'on apprenait à ce moment-là d'ailleurs, à faire non pas le bien,
mais plutôt le mal. La question du génie du mal, la question du petit génie, grand génie, c'est déjà un peu ça en fait. C'est du moment où c'est scalaire, on comprend bien qu'il est possible de faire aussi bien qu'aussi mal. Et la question donc des fautes de goût, la question du génie qui vous amène à aller contre votre propre nature, par la question de l'enthousiasme qui est très complexe de toute façon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette question du génie mauvais, malfaisant, à travers tous ces exemples que vous avez cités tous les trois en fait. Voilà, donc je vous laisse la possibilité à tous les trois aussi de répondre par rapport à ça, ou de me corriger, parce que voilà, c'est extrêmement général et pas très bien informé ce que je dis aussi. Voilà. Alors moi, je veux bien répondre en premier, parce qu'il me semble que pour ce qui est de la bruyère et des caractères, la réponse, elle est très simple et très, très rapide. Je pense qu'on n'a pas... Enfin, je pense qu'on peut apporter assez facilement une réponse, sinon définitive, du moins solide et en peu de mots. Alors pour la bruyère, je pense que la question du génie du mal ne se pose absolument pas. Alors j'en veux pour preuve la fin des caractères dans le chapitre. Je pense que c'est dans le chapitre intitulé des esprits forts, où il a une remarque en fait qui correspond ou qui permet de répondre à la question posée d'un possible génie du mal. Et c'est une remarque qui porte donc sur les libertins. Ce sont eux qui sont visés à travers ce chapitre des esprits forts. Peut-être que là on retrouve avec esprit un terme voilà, comme ceux de l'oraculo manuan. Enfin bref, je n'en discute pas, mais comme la bruyère mobilise aussi le terme de génie, on peut se poser la question. En tout cas, les esprits forts, qui sont vraiment les personnages les plus négatifs en fait mis en scène dans les caractères, sont manifestement ramenés à une dimension scalaire du génie. Le génie, en fait, le libertin qui disons, est exposé à l'infraction morale la plus grave, puisque c'est une infraction à la morale chrétienne, est qualifié de la manière suivante. Alors, je vais essayer de retrouver la morale que normalement j'ai notée. Voilà, c'est la remarque 20 dans le chapitre des esprits forts. Donc, c'est le chapitre qui termine les caractères. Et c'est celui, en fait, c'est le terminus du projet apologétique qu'aurait, à l'en croire, fait la bruyère avec son livre. Donc on nous dit ça, et je pense que ça permet tout de suite de situer ou de répondre au problème. Donc si le grand et le sublime de la religion éblouit, si c'est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou qui confond les esprits forts, donc les libertins en l'occurrence, ils ne sont plus des esprits forts, mais de faibles génies et de petits esprits. On retrouve génie-esprit, peut-être qu'il faudrait voir plus dans le détail comment ça s'articule et si ça s'articule comme chez d'autres théoriciens. En tout état de cause, ce renversement d'esprit fort en faible génie me semble bien indiquer, me semble bien exclure la possibilité de voir dans ces esprits forts des génies du mal, ou en fait, même les gens qui s'écartent de la religion chrétienne, me semble-t-il, ne peuvent en aucun moment interpréter ou être ramenés à des dispositions naturelles exceptionnelles. En fait, la bruyère s'évertue à montrer que les dispositions naturelles de ces esprits forts sont des dispositions naturelles défectueuses. Et je pense que c'est l'une peut-être des orientations axiologiques des caractères que de dire que les vices au sens moral sont des vices au sens pratique, au sens de ce qu'on peut faire, des défauts en fait. Là, on a peut-être aussi une filiation platonicienne qui serait active dans l'idée que c'est le défaut moral est un défaut de la personne ou une forme d'impuissance. Voilà. Donc voilà pour l'idée du génie du mal, absolument inadéquate à mon avis pour les caractères de la bruyère, mais certainement féconde pour d'autres textes. I want to answer too. So I think that we have two problems here. So I'm going to answer out of my common knowledge, my culture, not out of some references, academic references. So I think that's the problem, is that whether genii are evil or not, and whether they are more powerful than human beings or not. Okay, so we think, I mean, there are some people here in the Arabic culture that think that genii are like human beings. So we have the good ones and the bad ones. Okay, so the good ones and the evil ones. Okay, so it's just, as I said, an oppositional word, another word like our word. So we have the good ones and the bad ones. Talking about whether they are more powerful than human beings,
here we have to refer to witchcraft. So for example, in witchcraft, in the Arabic culture, they believe that there are some human beings who can control the jinni. So this is witchcraft. When they control the jinni, they will use them or send them to other human beings in order to harm them. So this is the case in which human beings are more powerful, which means that there are some witches, okay, that could control the jinni and could abuse them in a way and send them to other people, to other human beings in order to harm them. And it is widely believed here. And of course, as I said, on the other side, a lot of people think that we have good jinni and evil jinni, like we do have in our human world. So this is my answer. Merci, merci beaucoup. Et donc, Jean-Alexandre Perras, évidemment, pour le mot de la fin à ce niveau-là. Bah, si je peux parler de Quintilien, en fait, il y a cette notion dans la rhétorique qui a été vraiment hyper importante évidemment pour le XVIIe siècle, de vir bonus diceni peritus, c'est-à-dire que c'est l'homme de bien qui est capable de bien dire. Est-ce qu'on peut l'entendre aussi par le fait que l'homme pas bien, c'était l'homme mal, n'est pas capable de bien dire? Est-ce que c'est une condition essentielle de la pratique de la rhétorique? Sans l'étude, hein, l'homme de bien est capable de bien dire, mais qu'en est-il de l'homme de mal? En fait, il n'en est pas question chez Quintilien. Mais déjà là, il y a quelque chose, il y a une tension en fait. Hein, il y a une relation entre le vir bonus et puis voilà, la capacité à maîtriser la technique. Sauf qu'au XVIIIe siècle, on peut évidemment penser à Diderot donc Jacques le Fataliste, en fait, il y a des génies du mal, il y a énormément, on commence à le penser. Et puis, évidemment, je ne sais pas comment a été reçu Sade, enfin, je pense que ce n'est pas dans ces termes-là, mais bon, je pense qu'on peut aussi inclure... Enfin, je ne connais pas assez Sade pour voir ce qu'il en fait, en fait, de cette notion-là, mais on pourrait aussi s'intéresser à ça. Merci, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, avant de prendre une pause déjeuner bien méritée, je voudrais simplement avancer peut-être une hypothèse. J'ai essayé d'écouter vraiment tout ce que vous avez dit tous les trois sur cette question-là. Et il y a un truc qui m'a interpellé quand même dans la réponse de Romain. Je voudrais revenir en fait à la mention de Gay de Balzac qui avait été faite en auteur moraliste. Et c'est vrai, hein, les premières lettres de Gay de Balzac, c'est dans les années 1620. Il y a quand même une chose que je voudrais rappeler, c'est que Gay de Balzac a quand même un objectif au moment où il écrit ses lettres, qui sont restées un standard absolu de l'écriture de la langue française, qui ont inspiré tous les moralistes de la période suivante, c'est qu'il veut surtout faire oublier qu'il a lui-même des origines libertines, qu'il a vraisemblablement erré à travers l'Europe avec Théophile Deviot, qui croupit en prison et dont il est en train de se séparer dans tous les sens du terme. Voilà. Après, c'est plus ou moins du mythe à ce niveau-là, mais bon, il y a quand même un certain nombre de preuves là-dessus. Et ce qui nous pose de toute façon la question du bien écrire et du bien parler à nouveau pour une personne qui a quand même envie de se faire oublier, au moins qui a envie de faire oublier une certaine partie de sa vie, et sur la question immense de l'hypocrisie au XVIIe siècle, qui me semble de toute façon relever aussi de ça, hein, qui ne va pas cesser d'agiter les esprits. On le retrouvera chez Molière, on le retrouvera partout, et qui peut-être va, à partir du moment où il y a l'affaire Théophile Deviot, peut-être que cette question d'un génie qui serait mauvais, malfaisant, va être plutôt cachée et oubliée pendant un temps, plutôt que ne plus vraiment exister. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que La Bruyère ignore parfaitement, notamment les origines de Gay de Balzac, hein, qui est académicien, qui fait partie de la première salve d'académiciens, sachant que c'est un secret de polichinelle au moment où l'Académie est fondée, qu'à peu près un quart des membres a frayé de près ou de loin avec les premiers, ceux qu'on appelle les premiers libertins, avec ces premiers esprits forts. Voilà, donc moi, je ne dirai pas plus et je n'en sais pas plus de toute façon. Ça me semble être autant de pistes que j'espère qu'on aura l'occasion de discuter par la suite. Je vous propose éventuellement de répondre très rapidement si vous voulez encore ajouter quelque chose et sinon qu'on aille tranquillement déjeuner aussi et qu'on se retrouve de toute façon comme c'était prévu à 14h30. Voilà, donc d'ici moins d'une heure en réalité. Voilà, donc si vous voulez une petite réponse, je suis tout à fait bienvenu à ça, sinon... Ah pardon, une question, il m'indique une question, une autre question. Cyprien Lanois, excusez-moi, je ne voyais pas votre caméra, donc si vous voulez, allez-y bien sûr.
Oui, désolé. Alors, c'est pas du tout pour reprendre ou vous répondre à ce que vous venez de dire. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Oui, parfaitement, merci beaucoup. Non, c'est juste que, monsieur, vous m'avez volé ma question tout à l'heure sur la moralité. Je suis désolé. Non, non, mais c'est pas grave, au contraire, comme ça j'ai eu mes réponses tout en économisant ma parole. Non, parce que j'avais pensé à ça en écoutant l'intervention donc, du docteur Halim, et je pensais bien entendu au fait que les génies soient peut-être des esprits, et est-ce qu'ils étaient bienfaisants, malfaisants. Et je pensais notamment à un terme qui était le terme de malingénie, et ça reprenait peut-être l'idée d'ingénieux, ingenious, puisque tout à l'heure, donc, Monsieur Perras a parlé de ingenious avec notamment l'idée de la ruse. Et donc, je pensais au malingénie et notamment une référence à Descartes qui parle bien entendu du malingénie qui est capable de tromper et de nous tromper peut-être sur la réalité et la vérité ou pas de ce monde-ci. Donc voilà, j'avais pensé à ça et donc vous avez pris la question sur la morale que je voulais poser aux deux intervenants justement. Est-ce que ces génies pouvaient être de mauvais esprits, de malins génies? Et j'ai eu la réponse. Et du coup, ce n'est plus une question, puisque j'ai eu mes réponses, mais je profite parce que sur La Bruyère, et vous avez souvent associé La Bruyère et La Rochefoucauld, je lisais dans l'essai sur les règnes de Claude et de Néron ces petites lignes de Diderot que je me permets de vous donner. Qui est-ce qui a le plus de pensées remarquables? Qui est-ce qui a le plus écrit par lignes saillantes que La Bruyère et La Rochefoucauld? Et La Rochefoucauld manque de génie, point d'interrogation, écrit Diderot. Donc voilà, donc c'était juste pour faire la liaison entre le propos qu'il a tenu et ce que peut-être j'aborderai à 14h30. C'est ce qu'on appelle du teasing. Absolument, merci beaucoup pour cette petite introduction à cette deuxième partie à cet après-midi. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette matinée et on se retrouve donc à 14h30 pour votre intervention. Merci. Merci, à tout à l'heure.